Donc, en ce moment, on commence à un peu creuser notre sujet. Cette session va être concentrée sur les enjeux juridiques. Je vais demander à les enseignants de Lyon 3, donc M. Guillaume Rousset va présenter les généralités, les droits afférents à ce sujet et quels sont les recours possibles pour atteinte à les réputations. Après ça, puisqu'on a eu déjà notre pause café, nous passerons directement à des questions plus pratiques, que ce soit la pratique en Arménie ou en France ou en Suisse. Heureusement, nous avons tous ces experts autour de la table. Donc, je vais commencer par Monsieur Rousset. Je vous invite à prendre la parole pour nous parler un peu des droits et des sanctions possibles. Merci Garine pour cette transmission de parole. Alors, il faut que je vous présente quelques éléments de droit français relatifs à la e-réputation. Soyons clairs, je ne serai évidemment pas exhaustif. On n'aurait pas fini, on n'aurait pas de toute la journée pour faire le tour d'un droit national sur ce sujet. Donc, je vais présenter uniquement quelques éléments de cadrage général, parce qu'il y aura des éléments plus spécifiques et plus pratiques qui seront présentés par mon collègue qui, en tant qu'avocat, a un regard naturellement complémentaire au mien. Alors, je voudrais insister sur deux points au sujet du droit français en matière de e-réputation. Un premier point qui est quels sont les droits atteints lorsque une e-réputation est atteinte, c'est-à-dire en somme, comment peut-on qualifier le comportement qui viole une bonne e-réputation. Ça, c'est le premier point. Et le second point sera, dans une certaine mesure, que peut-on faire, en tout cas d'un point de vue juridique, pas d'un point de vue marketing, ça ce sera ce que nous verrons en bonne partie cet après-midi. Donc que peut-on faire pour lutter contre cela? Et je vous parlerai essentiellement de deux choses. Les recours en justice, mais assez généralement, parce que justement c'est ce sur quoi interviendra notre collègue. Et je vous parlerai plus précisément d'un outil qui se développe de plus en plus, qui est la question du déréférencement, notamment sur les moteurs de recherche. Alors, attaquons tout de suite avec les droits atteints. Le droit atteint et donc la question de la qualification. Le premier droit atteint fondamental, me semble-t-il, c'est un droit qui est pile dans ce qui nous intéresse, c'est le droit à la protection de la réputation, que l'on présente parfois aussi comme le droit à la protection de l'honneur et de la réputation. Vous avez vu, la réputation, pas la e-réputation. Il n'y a pas de droit à la e-réputation. La e-réputation n'est qu'un volet spécifique, une déclinaison particulière du droit à la réputation de manière générale. Vous l'avez compris. Alors, l'idée ici, c'est de faire que on ne doit pas entacher l'honneur et la considération que les autres nous portent. On ne doit pas porter atteinte à cet honneur, à cette considération. Il est très important de comprendre que ce droit à l'honneur et la considération et à la réputation, ce n'est pas un droit autonome. C'est un droit qui se réfère, qui s'insère à un autre droit, plus fondamental encore, qui est le droit à la protection et au respect de la vie privée, que j'appellerai plus rapidement le droit à la vie privée. Ça, c'est un élément fondamental. Ça signifie que la réputation, c'est un élément de la vie privée, dans une certaine mesure en tout cas. Et ce droit à la vie privée, il est intéressant parce qu'il bénéficie d'une protection multiple, par le droit interne français et par le droit international. Par le droit interne français, c'est le fameux article 9 du Code civil. Je le cite juste pour mémoire, je n'entre pas dans le détail. Pour le droit international, c'est le fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre le droit à la vie privée qui est décliné parfois sous de multiples aspects, mais notamment cette question de la réputation. Et puis c'est aussi l'article 14
du pacte de New York sur les droits civils et politiques. Donc, peu importe les numéros d'articles, l'idée qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la vie privée, c'est une notion consacrée par tous les niveaux de textes internes et internationaux. Et puisque la protection de la réputation s'insère dans la vie privée, ça signifie que la question de la réputation et donc de notre irréputation bénéficie d'un rayonnement juridique assez varié et assez vaste. Ça, c'est intéressant. Et à chaque fois, l'attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain niveau de gravité. Toute atteinte à la réputation n'est pas forcément problématique d'un point de vue juridique. C'est à chaque fois problématique d'un point de vue moral, d'un point de vue social probablement. Mais il faut une certaine gravité pour que le juge reconnaisse ici une conséquence. Il faut la notion de préjudice, bien évidemment, portée à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée par cette réputation. Ça signifie très concrètement que dire la seule vérité sur quelqu'un n'est pas une atteinte à sa réputation, une atteinte à sa irréputation. Si par exemple j'ai été condamné à si j'ai été condamné pour une infraction pénale, on peut en toute logique imaginer que je ne veuille pas que cela soit dit et que cela soit su, notamment sur Internet. Mais si une personne X ou Y transmet cette information sur ma condamnation pénale, c'est problématique pour ma réputation. Mais en tout cas, ça ne l'est pas, d'un point de vue juridique, parce que c'est la vérité. J'ai été condamné pour une infraction pénale. On a le droit de dire la vérité, aussi désagréable soit-elle pour la personne qui subit cela. Ce n'est pas en soi une atteinte à la irréputation que de dire cela, mais il y a l'art et la manière de présenter les choses, j'y reviendrai. En fait, si on diffuse des faits précis, on a un devoir de stricte fidélité à la vérité. Là, je dois dire, Guillaume Rousset a été condamné pour telle infraction, à tel montant, à tel quantum de peine, à telle amende, à telle année de prison. Je dois refléter fidèlement les faits, avec des renseignements exacts, relativement complets, objectifs, avec prudence, rigueur et à nouveau objectivité. Donc, le cadre est assez strict, et lorsque je dépasse de ce cadre, là, je peux porter atteinte à l'irréputation. A l'inverse, il peut arriver que je porte atteinte, que je porte un jugement de valeur, où là, le jugement de valeur est plus dans une forme de subjectivité. Le contrôle du juge n'est pas le même, parce qu'on n'est pas dans la simple présentation de faits précis et objectifs. Bon, en tout cas, vous le voyez, la question de la vie privée est un élément fondamental pour les qualifications. Il y a d'autres fondements possibles, d'autres qualifications, d'autres droits atteints. Un classique, c'est le droit à l'image, qui est un autre élément du droit au respect de la vie privée, soyons clairs. Et on l'a vu avec les différents cas des étudiants, et notamment le premier cas. La question du droit à l'image est un élément important. Le consentement qu'une personne peut donner ou ne pas donner à la diffusion de son image, c'est un élément aussi fondamental. Une autre qualification possible, on en discutait beaucoup avec Peggy, c'est la question des droits d'auteur, la question plus globalement des droits de la propriété intellectuelle, bien évidemment. Mais il y a d'autres qualifications qui peuvent être parfois plus pénales, plus répressives. C'est la question de la diffamation, c'est la question de l'injure. Dans quelle mesure une atteinte à la irréputation peut être qualifiée de diffamatoire et d'injurieuse. Alors, sur la diffamation, pour la différencier par rapport à l'injure, ce qui est intéressant, c'est que dans la diffamation, on allègue un fait qui porte atteinte à l'honneur, à la réputation d'une personne, certes, mais c'est un fait. Alors que dans l'injure, je suis sur la base d'une expression qui est outrageante, qui est méprisante, qui est une invective, mais qui ne renferme pas forcément l'imputation d'un fait précis. C'est-à-dire que les deux portent atteinte à la irréputation, mais pas sur la même base et pas de la même manière. Et sur la diffamation, je voudrais juste vous montrer l'importance ici, tant du marketing que du droit, en vous faisant une citation d'un auteur anglais qui s'appelle Francis Bacon, qui disait, je cite, « Diffamer, diffamer, il en restera toujours quelque chose ». C'est-à-dire que même si on a une action pour condamner l'auteur de la diffamation, on retient médiatiquement plus souvent la diffamation qui a été portée, le fait qui a été allégué, plutôt que la condamnation.
C'est-à-dire que vous avez une pleine page sur l'attaque et un entrefilet dans un journal sur la réponse. C'est ça le problème. C'est que même si le juge reconnaît qu'il y a bien diffamation et que la e-réputation a été atteinte, en somme, on retient souvent plus l'attaque que la réponse, la mise en cause que le fait d'être innocenté. Et c'est ça l'importance de l'effet médiatique qui doit être prise en compte et qui doit, dans ce cas-là, permettre des outils juridiques adaptés. J'y reviendrai notamment sur la question civile. Et puis, dernier élément de qualification, et j'en finirai par là pour la première partie, c'est la question du dénigrement, aussi dans une certaine mesure, qui est une qualification possible, qui renvoie davantage à des relations peut-être plus commerciales, à des relations où la qualité des personnes est plus voilà, de celle de professionnels, d'entreprises. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici on voit qu'en fonction de la qualité des personnes, dans une certaine mesure en tout cas, on peut avoir différents outils qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. En tout cas, c'est bien beau de voir la qualification, encore faut-il savoir ce qu'il est possible de faire contre ces droits, enfin pour protéger les droits atteints et contre ces comportements problématiques en termes de e-réputation. Et en guise d'introduction sur ces moyens, souvenons-nous toujours de ce que j'ai dit tout à l'heure, du nécessaire équilibre entre les droits et libertés fondamentaux qui ont été atteints et que l'on veut protéger, et cette importance de l'objectif supérieur et louable, ce pourquoi, et cette importance des moyens proportionnés, ce comment. Hein, ça, c'est un élément qui est aussi fondamental. Alors, une idée clé ici, c'est qu'il n'y a aucune action spécifique permettant de lutter contre les atteintes à la réputation. Le droit français ne prévoit pas un outil spécifique propre à la réputation ou propre à la e-réputation spécifiquement. En fait, tout dépend du droit ou de la liberté qui a été violée dans ce contexte. Mais il y a malgré tout plusieurs voies qui montrent la diversité des possibilités, et je n'en dirai pas trop pour ne pas empiéter sur l'intervention de notre collègue avocat français. Il y a bien évidemment deux grandes voies, hein, pardon, ça paraît assez classique, mais c'est toujours utile à rappeler, surtout à l'égard des non-juristes qu'il pourrait y avoir dans la salle. Il y a la voie indemnitaire, bien sûr, dont l'objectif est de compenser un préjudice qui a été subi. Vous avez allégué un fait qui est inexact, vous avez porté atteinte à ma e-réputation, j'ai subi un préjudice matériel, mon chiffre d'affaires, j'ai subi un préjudice moral, mon image, l'honneur d'un point de vue plus commercial, et ces préjudices doivent être compensés, pas par nature, mais ici par équivalent, par le versement de dommages et intérêts. Le mal est fait, est-ce que l'indemnisation est suffisante pour compenser le mal fait? Ça, on pourrait se poser la question, et on pourrait se poser la question de manière vraiment très très importante. On le voit parfois dans certains comportements qui sont illégaux de la part d'entreprises internationales, qui disent de toute façon, je risque tant, alors là c'est plus au pénal, pas forcément au civil, mais c'est la même idée, je risque tant, soit en dommages et intérêts et en amende, mais ce comportement illégal me rapporte tant, qui est X plus 2. Et là il y a un calcul immoral, mais commercialement opportun, qui est de dire que si la violation d'une règle me rapporte plus que ce qu'elle me fait risquer, eh bien le calcul bénéfice-coût est intéressant, moralement tout à fait condamnable, mais commercialement, malheureusement, opportun. C'est pour ça qu'il est important de prévoir des réponses juridiques adaptées. Si je risque moins devant le juge que ce que ça me rapporte, si ma morale, mon éthique et ma déontologie sont défaillants, pourquoi me priverais-je de ce bénéfice supérieur au coût indemnitaire ou pénal? Alors, la voie indemnitaire est bien évidemment civile si on a des personnes privées, administrative si on a des personnes publiques. Et ce qui est intéressant sur la voie civile, c'est qu'elle existe, cette voie indemnitaire, que l'on soit dans un rapport contractuel ou pas. Hein, et ça, c'est important. Il y a bien évidemment la voie pénale, en complément, en plus ou à la place de la voie indemnitaire, dont la finalité est totalement différente, puisque là, on est là non pas pour indemniser, non pas pour compenser, on est là pour punir, on est là pour sanctionner. Ce qui est une toute autre finalité, mais qui a, dans une certaine mesure, une optique de pédagogie, de prévention, ou en tout cas de dissuasion, qui est assez important à avoir à l'esprit. Je reviens un moment sur l'indemnitaire et sur le civil, pour parler d'une voie qui est importante, mais notre collègue nous en dira bien plus, et des choses plus pertinentes probablement, c'est la question du référé, du recours en référé, de l'action en référé.
Parce que si je porte atteinte à la réputation de quelqu'un, et que j'agis uniquement sur le fond, et que les délais de justice étant ce qu'ils sont, le procès a lieu dans 1, 2, 3 ans, avec les différentes voies de recours, ça prend un temps, mais peu importe, j'allais dire. Si j'ai raison 3 ans plus tard, et si j'ai démontré que vous aviez tort de porter atteinte à ma réputation 3 ans plus tard, le mal est fait. Personne ne se souviendra de votre condamnation 3 ans plus tard, tout le monde se souviendra uniquement de votre attaque 3 ans plus tôt. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des recours qui soient adaptés par rapport à l'urgence, par rapport à la nécessaire réactivité. Lorsque une princesse nouvellement mariée, princesse anglaise nouvellement mariée, se fait photographier seins nus par un magazine People il y a quelques années, sur une plage française, alors qu'elle est d'un autre pays, plus au nord, une île, on a l'importance de cette urgence. Alors, je ne sais pas si c'est un élément relatif à la réputation, mais si je fais un procès 3 ans plus tard aux journalistes et que les photos ont été diffusées à l'écrit, par Internet, peu importe mon recours 3 ans plus tard. Ce qui est important, c'est de taper fort et tout de suite. C'est-à-dire de faire retirer les journaux avant même qu'ils soient le plus largement diffusés. On le voit dans les ouvrages. L'ouvrage qui porte atteinte à l'honneur et à la réputation de quelqu'un, le but du bon avocat, du bon plaideur, c'est d'agir le plus vite possible pour qu'il soit le plus vite retiré, pour que l'atteinte à la réputation ou la réputation de manière générale soit minimisée le plus possible. Donc l'action en référé est un élément évidemment fondamental. Mais je voudrais, pour finir, insister sur un autre outil beaucoup plus spécifique, qui est la question du droit au, pardon pour la traduction, au déréférencement. Le référencement, c'est le fait d'être intégré dans les différents moteurs de recherche. Donc le déréférencement, c'est le fait d'être enlevé de ces moteurs de recherche. C'est la question du droit à l'oubli. Le droit à l'oubli qui existe en droit français, notamment, de manière bien plus générale. Il y a ici, pour ce qui nous intéresse, le droit à l'oubli numérique, bien sûr, c'est ça, le droit au déréférencement. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que ça s'insère dans un contexte bien plus global qui est le droit à l'oubli, qui a toujours existé en droit. La notion de prescription, extinctive, pas acquisitive, mais la notion de prescription est une forme de droit à l'oubli. On peut se demander si l'amnistie est une forme de droit à l'oubli. C'est peut-être plus le droit au pardon que le droit à l'oubli. Mais le droit a toujours accordé de l'importance à l'oubli comme nécessaire élément de solidarité sociale, de seconde chance. Mais en tout cas, d'un point de vue numérique, c'est un élément fondamental. C'est vrai, je vous le disais tout à l'heure, si la page Internet qui a porté atteinte à ma e-réputation date d'il y a 10 ans, mais qu'un moteur de recherche permet de faire ressurgir des profundis, si je puis dire, cette atteinte, en tapant Guillaume Rousset, et hop, dans les 3 premiers résultats, on voit cette page ancienne, mais qui a tout d'un coup une actualité profonde. Eh bien, on voit que cet oubli numérique est impossible. Donc, ce droit à l'oubli ici, comme élément en lien avec le droit au respect de la vie privée, c'est une notion récente qui a en réalité été consacrée par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, une décision du 13 mai 2014, donc vous voyez que c'est quand même assez récent, et dont l'idée est de demander, par la personne visée, la suppression des résultats présents dans les moteurs de recherche, qui sont soit obsolètes, soit excessifs, soit inappropriés, et qui, à chaque fois, portent atteinte à la réputation. Donc, très concrètement, on va supprimer des index des moteurs de recherche, les résultats correspondent. Bon. Quelques éléments quand même importants, c'est qu'il y a une condition. Ça n'est possible, ce droit au déréférencement. Voilà, merci. Je ne sais pas qui a cette réactivité-là, mais merci à lui ou à elle. Effectivement, c'est Google Spain qui était concerné par tout ça. Cette question-là, cette condition, il y a une condition, c'est qu'il ne faut pas être une personne publique. Il faut être une personne privée, morale ou physique, professionnelle ou personnelle. Mais on se posait la question avec l'ambassadeur de France, Peggy très utilement nous en parlait. L'ambassadeur de France, lorsqu'il se fait prendre en photo dans une réunion à l'ambassade, il est dans un contexte public.
Et c'est une personne, ici, qui, du fait de ce contexte professionnel, est en représentation publique. Une même photo de l'ambassadeur dans un contexte privé, dans la rue, dans un autre cadre, intime, privé, ne permet évidemment pas cette même diffusion d'images. Mais là, l'idée, c'est de dire que la personne est publique, donc doit accepter que sa réputation soit publique, ce qui n'empêche pas de sanctionner et d'indemniser les atteintes à sa e-réputation. C'est pas parce que je suis public qu'on peut dire tout et n'importe quoi sur moi, bien évidemment, et bien heureusement. Mais a fortiori, on peut quand même dire bien plus sur une personne publique que sur une personne privée. C'est pour ça que ce droit au déréférencement, ce droit à l'oubli numérique, est d'abord ouvert et par principe pour les personnes privées. Après, il y a une mise en place qui est délicate, soyons clairs, hein, parce qu'il semble notamment au début que Google ne soit pas, je le dis avec nuance, toujours aussi réactif qu'il ne le faudrait aux demandes des personnes privées demandant un déréférencement. Manière politiquement et diplomatiquement correcte pour dire que vraiment ils essayaient de priver d'effectivité ce droit à l'oubli. Mais aussi délicat que cela soit en termes de mise en place, c'est probablement la solution la plus intéressante parce qu'elle agit à la source du problème. C'est pas moi qui vais dire que les outils juridiques directs et les recours en justice ne sont pas utiles, je le crois profondément, mais par nature, on arrive après l'atteinte. Tandis qu'avec le droit au déréférencement, on agit plus à la source. Même si, peut-être d'un point de vue plus critique, on peut penser que ce droit au déréférencement, ce droit à l'oubli numérique, il est probablement plus adapté pour les sites internet, plus que pour les réseaux sociaux. Parce qu'ici, on agit par les moteurs de recherche. Et la problématique des moteurs de recherche ne s'applique pas, ou ne s'applique pas de la même manière aux réseaux sociaux. Bref, c'est probablement un outil nécessaire, mais certainement pas suffisant. Je vous remercie. Merci Guillaume. C'était vraiment, je crois, un beau mise en contexte dans le sens de la gamme des droits qui sont affectés. Et aussi, je pense que c'est intéressant, les distinctions que vous nous avez aidé à faire au niveau des différents droits et des différents types de recours, quels objectifs ils atteignent ou non. Alors, merci pour cette bonne introduction. Je propose qu'on continue au niveau des droits internationaux et qu'on termine par l'Arménie à la toute fin pour voir un peu la réalité. Alors, si vous voulez bien, je demanderai peut-être Miganouche, est-ce que c'est plutôt la théorie ou la pratique de la Suisse ou on laisse Sevak? Oui. Sevak Torossian, je vous invite alors à continuer peut-être sur le démarrage de Guillaume et de nous parler peut-être à titre pratique, dans votre expérience, quelles sont un peu les problématiques réelles que les entreprises voient, comment ils décident de soit prévenir les risques au niveau juridique, si c'est le cas, ou s'ils viennent vous voir comme avocat, seulement lorsque eux-mêmes ils ont commis une erreur ou lorsque quelqu'un a atteint leur réputation, et comment le système juridique français permet une réaction rapide ou non. Je vais aborder ce sujet de la e-réputation à travers le concept d'agression. Agression, c'est-à-dire que l'information peut être destructrice. La différence entre la réputation traditionnelle et la e-réputation, depuis l'invention d'Internet, c'est la capacité de nuisance qui est extraordinaire. En 24 heures, une entreprise qui a été construite pendant 3 ans peut être entièrement bousillée, simplement parce qu'une information a été donnée, relayée, décuplée, et elle n'a pas pu y faire face. Alors, ça implique plusieurs choses. Premièrement, c'est que les communicants ont un travail en première position. Les avocats, moi je suis pénaliste, mon travail c'est la défense de l'entreprise,
ont aujourd'hui aussi un travail là-dessus. Donc il y a une nécessaire cohérence entre stratégie marketing, stratégie de communication plutôt, de crise, et stratégie judiciaire. Et ça ne colle pas toujours, d'autant plus que les délais ne sont pas toujours adaptés. Les délais de traitement par les tribunaux ne sont pas forcément adaptés. Tu as évoqué très justement, Guillaume, la possibilité du référé. Je vais l'expliquer dans un instant, mais vous savez, le temps qu'on arrive devant le tribunal, même si on a un référé, c'est-à-dire une procédure en urgence, à Paris, c'est 15 jours. En 15 jours, l'incendie a pris toute la forêt et c'est terminé. Donc il y a... Enfin, ça dépend en fait. En fait, plus l'entreprise, et je vais appeler entreprise, tout ce qui est société commerciale, les hommes politiques, les personnalités publiques, les artistes, entreprises, c'est tous ceux qui ont un intérêt à gérer leur réputation sur Internet. Donc ce paramètre est dès le départ vu avec le client. Est-ce que la vidéo qui a été postée sur YouTube va avoir 10 vues, 15 vues ou 50 000 vues dans les 24 heures qui viennent? Est-ce que la pétition qui a été déposée sur change.org, site américain de pétition, va rester à 100, 200 signatures, ou est-ce qu'on va atteindre les 100, 150 000 signatures dans les jours qui viennent? Voilà, c'est ce qui détermine aussi l'action judiciaire, on part au procès ou pas. Donc il faut voir, dès lors qu'il y a une réputation à gérer, le travail de l'avocat vient s'additionner à celui du communicant. Donc en France, nous avons essentiellement dans cet environnement de l'agression par l'information, qui peut être destructrice, un cadre qui est celui, qui est pénal en fait, qui est celui de la loi de 1881, une loi du 29 juillet 1881, vous voyez que c'est une très vieille loi, qui vient fixer le cadre de la gestion, disons, de la liberté d'expression. Alors on y retrouve des infractions qui ont été mentionnées, et c'est là que nous intervenons. Principalement la diffamation, qui est l'atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, qui peut être une personne physique, une personne morale, qui peut être une personne étrangère, morale étrangère. Et l'Azerbaïdjan dit d'ailleurs depuis quelques mois que même un État étranger peut être victime d'une diffamation. Nous avons un procès en ce moment en France dont je ne peux pas parler, parce que soumis au secret de l'instruction. Voilà, donc toute personne peut être victime de diffamation. Alors pour l'entreprise, c'est pareil. Le problème est que, je prends l'exemple par exemple de cette fondation dont je suis le conseil. J'allais venir en Arménie il y a quelques temps, le 3 août sans doute, et le 2 août, le client m'appelle en me disant il y a une pétition qui vient être déposée et qui nous diffame, il raconte n'importe quoi. On regarde sur le site, je regarde le matin, il devait y avoir 500 signatures, et puis on reparle, on se dit qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, je réfléchis. L'après-midi, je repars sur le site, on en est à 2000 signatures. Voilà, donc ça prend feu très vite, il faut agir très vite. Alors il y a quelques réflexes à avoir, qui sont ceux des communicants, à savoir répondre ou pas. Est-ce qu'il faut répondre? La personne est folle. Est-ce qu'on va rentrer dans son jeu à répondre, donc à rentrer dans son jeu, parce qu'elle va encore répondre, il va y avoir d'autres commentaires, et comme l'affaire est sensible, ça va créer un buzz qui n'aurait peut-être pas été créé si on ne répondait pas. Voilà, donc il y a cette décision à prendre, et puis il y a la décision de est-ce qu'on attaque, on n'attaque pas. La première étape est pour l'avocat ici de faire une mise en demeure, donc de mettre en demeure la personne de retirer les propos diffamatoires, donc qu'elle sait pertinemment mensonger, mais qu'elle instrumentalise, soit parce que c'est instrumentalisé. Là, c'était une personne physique qui était déséquilibrée, donc qui était, disons, intimement convaincue d'avoir raison, mais ça peut être aussi une entreprise concurrente qui va diffamer en connaissant les conséquences, mais parce qu'elle a besoin d'un laps de temps assez important dans le cadre d'une autre opération pour tuer une entreprise, au moins momentanément. Voilà, donc, et puis on a un cas politique. Moi, j'exerce une profession libérale, indépendante, donc je parle librement
des sujets politiques en France actuellement qui est absolument délirante. Voilà une affaire de 1998 qui concerne un parlementaire actuellement candidat au présidentiel. Une affaire de 1998 où on l'accuse, en tout cas son époux, oui, d'avoir embauché son épouse à l'époque, donc de l'avoir fait rémunérer à hauteur de 900 000, 1 million d'euros pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, voilà, l'affaire réapparaît. La presse, c'est la presse qui fait péter le dossier en disant que cette dame n'aurait jamais travaillé. Voilà. On s'étonne que 2 mois avant les élections présidentielles, une telle procédure puisse être ouverte parce que nous avons en France un parquet national financier, c'est-à-dire un procureur national qui s'est le même jour saisi de ce dossier. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il y a un problème de stratégie de communication, stratégie politique, et un problème de stratégie judiciaire qui est stratégie de l'avocat. Les deux doivent travailler ensemble pour trouver une solution dans un contexte d'agression inouïe. On peut, en 24 heures, une semaine, bousiller les élections présidentielles en France, grâce notamment à Internet. Voilà. Donc les méthodes de travail des communicants ont été une chose, et puis j'ai étudié un petit peu les méthodes de travail qui ont été dictées sans doute des avocats qui ont dû dire « nous soulevons l'incompétence du parquet national financier pour cette affaire », ce qui n'avait aucun sens juridiquement parce qu'il n'y a pas de recours contre une saisine, une auto-saisine du parquet, on ne peut rien faire, donc juridiquement ça n'a aucun sens, mais ça avait un sens pour la défense, pour que les Français sachent que cette action n'avait... il y avait un coup monté en fait en dessous. Voilà. Voilà pour le cadre. Donc vous voyez, disons qu'à Paris on arrive, si on dépose plainte, après une mise en demeure, la personne ne fait rien pour retirer ses propos diffamatoires d'Internet, on va ouvrir une première action qui est le référé. Référé diffamation, donc c'est un juge civil, c'est un peu bizarre parce que l'infraction est pénale, on saisit sur le fondement des articles 29, 32, donc c'est une infraction pénale, mais on saisit le juge civil pour qu'il ordonne que les propos à la personne, sur notre demande, de retirer ses propos des sites internet. Alors le site internet en lui-même, qui peut être change.org, et ce qu'on appelle ensuite des sites miroirs. Parce qu'évidemment, ce qu'elle a mis, elle, sur tel site internet a été dupliqué sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres sites. Ça a pris feu, donc on va l'obliger, elle. Et c'est très compliqué parce qu'en principe, il faudrait aller chercher aussi les hébergeurs. Alors, change.org, c'est américain. On fait une première démarche, les Américains ne veulent rien savoir. Les Français sont des nains pour eux. Alors, une demande d'un avocat français, c'est même pas la peine, ils ne répondent pas. On fait une première demande d'ailleurs au site pour expliquer que les propos sont diffamatoires, qu'ils les retirent. Ils ne répondent même pas. On essaye plusieurs choses et finalement, on arrive à saisir le juge et il faut convaincre le juge que nous avons tenté de joindre l'hébergeur, il n'a pas répondu, etc. De toute façon, c'est elle qui est responsable des propos et il faut que ce soit elle qui les retire. Voilà, donc dans les 15 jours, on a réussi à avoir une audience. À Paris, c'est 15 jours, on n'arrive pas à avoir ça dans les 3-4 jours. Entre-temps, il faut gérer. Alors, dans l'affaire dont je vous parlais, c'était au mois d'août, c'est pour ça que je vous donnais la date. Heureusement, ça devait être le 3 août que l'affaire a explosé. Le 4 août, je venais en Arménie, donc j'ai dû travailler ici. Mais mois d'août, c'était intéressant parce que c'était les vacances. Si l'affaire avait explosé en septembre, voilà, on aurait travaillé autrement. Voilà. Ce qui fait que les signatures, pour une société comme une fondation comme celle que je défends, 3-4 000 signatures, c'était pas très grave. Voilà. C'était pas très grave. Si on avait été en septembre, 50, 100 000, 200 000 signatures, ça aurait été terrible. Voilà. On arrive à l'audience 15 jours plus tard. Et la presse est présente, il faut aussi gérer la presse. Et c'est là que je voudrais vous dire l'importance de la présence de l'avocat dans ce problème qui est la irréputation. C'est la présomption d'innocence. Nous n'avons pas les moyens de gérer la présomption d'innocence. Voilà. Il faut attendre le procès,
Entre-temps, il y a une espèce de présomption de culpabilité qui est instaurée, une suspicion, et ça, juridiquement, c'est très, très problématique. C'est là qu'on intervient pour dire « taisez-vous, taisez-vous ». C'est le tribunal qui va juger, mais entre-temps, l'opinion populaire a dit ce qu'elle veut, et pire que cela, les journalistes ont dit ce qu'ils voulaient. Pendant 15 jours, les journalistes et des grands journaux ont raconté une histoire qui n'était pas la réalité. J'ai attendu. Le jour du délibéré, lorsque j'ai eu la décision, j'ai fait condamner cette personne pour diffamation. Elle a été condamnée à retirer les propos. J'ai immédiatement contacté le Figaro, pour ne pas le citer, pour un droit de réponse. Le Figaro ne m'a même pas répondu. Voilà. Ils n'ont pas rectifié, ils n'ont pas répondu, ils s'en foutent parce que voilà, c'était à moi, à ce moment-là, de faire un procès au Figaro parce qu'il refusait le droit de réponse. Ça, c'est une infraction pénale aussi. Donc vous voyez, théoriquement, ça existe, ces infractions. Figaro, vous refusez mon droit de réponse, je vais vous renvoyer en correctionnel pour refus d'insertion du droit de réponse. Et bien, stratégiquement, la direction de Figaro, qui est un très très grand journal, dit ils n'ont qu'à le faire. Et évidemment, quand j'en parle aux clients, ils disent non, on ne va pas s'en prendre en Figaro. Voilà, donc tout est stratégique, la théorie juridique ne suffit pas. Il y a un autre point, c'est que devant le juge des référés, il faut impérativement obtenir une condamnation, évidemment, mais aussi une astreinte. C'est-à-dire que le juge dise à la personne, je vais vous fixer 100 € par jour à verser, par exemple, 100 €, ça peut être 50 €, 1000 €, j'entends la traduction en même temps, là, donc 100 €, 50 €, ce que vous voulez, 1000 €, jusqu'à ce que vous retiriez les propos du site. Dans ce cas de figure, le juge s'était allé à penser que ce n'était pas important de fixer une astreinte, donc il avait refusé cette demande-là, et ben résultat, la personne est ressortie avec une condamnation, mais rien. C'est-à-dire, on lui dit, tu vas retirer les propos diffamatoires, elle ne l'a pas fait. Point. Et ben j'ai été obligé, étape d'après, de saisir le doyen des juges d'instruction, cette fois-ci d'une plainte pénale en diffamation. Et demain, j'ai l'une des audiences devant le tribunal correctionnel pour cette ancienne affaire qui date de 2015. Donc je dois rentrer demain matin à 13h l'audience. Vous voyez le temps de traitement, 2015, on est en 2017, référé, plainte devant le doyen, désignation d'un juge d'instruction, mise en examen, renvoi devant le tribunal correctionnel. Et une fois qu'on est devant le tribunal correctionnel dans ces affaires qui sont traitées par une chambre spécialisée qui s'appelle la 17e chambre à Paris, c'est la chambre de la presse, on a des délais de 1 an avant que ce soit traité. Et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire pendant 1 an? Eh bien, il faut gérer. Et donc l'avocat commence à écrire. Avant, vous savez, nous avons des règles déontologiques. Je parle de cette affaire, je n'ai pas donné le nom, je crois, mais ce n'est pas très grave parce qu'elle a déjà été citée par la presse. Sinon, comme n'importe quel avocat, je crois, en Arménie, je ne sais plus très bien, mais le secret professionnel m'oblige à ne pas évoquer le nom des clients, encore moins à évoquer le nom le contenu des affaires. Donc il y a un déséquilibre dans la gestion de l'information. On subit une attaque. Quelle est l'information qui, hors du procès, nous pouvons donner aux médias ou sur Internet? Alors, moi, je commence à faire des communiqués de presse. C'est un peu tendu, c'est un peu, borderline, mais j'estime qu'il n'y a rien au-dessus de la défense pénale. Aucun principe déontologique ne peut me l'interdire. Donc, ça fait partie des risques à courir. Je ne sais pas si j'ai trop parlé. Je voulais dire aussi une dernière chose sur ces délits de presse, qui sont ceux de la liberté d'expression, la loi de 1881. Il y a un phénomène qui est particulier, qui est un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que le principe est celui de la présomption de mauvaise foi. Si demain vous avez écrit un article ou vous avez fait une déclaration publique, quelqu'un vous porte plainte contre vous, vous allez être présumé de mauvaise foi.
Donc vous allez être automatiquement mis en examen. Le terme mis en examen, j'espère que vous avez la bonne traduction. Mis en examen, c'est important parce que mis en examen veut dire que la personne a été entendue par un juge d'instruction, qu'il y a des charges qui pèsent contre elle. Des charges qui pèsent contre elle. Elle est présumée innocente jusqu'au procès final, mais d'ici là, en réalité, en France, lorsqu'une personne politique, par exemple, est mise en examen, sa carrière est très largement violentée. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois que ce candidat à l'élection présidentielle va être mis en examen, ce qui annonce peut-être, je ne sais pas comment ils vont gérer, la fin de sa candidature, ce qui est une atteinte à beaucoup de principes démocratiques qui, en tant que pénaliste, ce n'est pas pour le défendre lui, me gêne, et gêne beaucoup de monde en France actuellement. Voilà. Alors, en principe, pour n'importe quelle infraction, escroquerie, vol, etc., on est présumé innocent. Eh bien, en matière de diffamation, on est présumé de mauvaise foi. C'est un principe renversé, très spécial, qui a été accepté parce que les règles en matière de procès de presse sont très, très encadrées. Il y a une prescription courte. Par exemple, si le propos a été prononcé, publié aujourd'hui, on a 3 mois pour agir. 3 mois plus un jour, c'est foutu. On ne peut plus porter plainte. 3 mois. Donc, courte prescription. Ce n'est pas 3 ans, 6 ans, 10 ans. C'est 3 mois. Courte prescription. Voilà. Donc, et puis, il y a un certain formalisme en matière de procès de presse qui explique qu'on a accepté exceptionnellement de coller une présomption de mauvaise foi sur la personne. Mais je crois que j'ai trop parlé. Merci. Merci, c'est vague. C'est intéressant. En fait, après vous avoir écouté, on se demande si le droit est vraiment le meilleur outil dans ce cas-là. Mais oui, il faudrait peut-être une réaction. Oui, non, j'ai peut-être eu une approche très négative, mais ce n'est pas du tout le cas. Hein. Les procès de presse sont quotidiens, il y en a tout le temps. Donc il faut quand même rétablir la vérité. Donc on rétablit la vérité par un jugement, et le jugement, s'il le faut, on publie, on essaye de se débrouiller. Mais c'est vrai que c'est la gestion des premiers jours, des premières semaines, qui oblige aujourd'hui les avocats à travailler avec des communicants. Voilà. C'est un travail d'équipe désormais. C'est très intéressant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui s'accumulent dans mon esprit, certainement dans le vôtre. Mais je vous promets qu'on va avoir le temps de poser des questions et débattre. Mais je propose de faire le survol de toute l'expérience de nos intervenants et après ouvrir la discussion. Alors, passons à la Suisse. Voyons comment la Suisse, en théorie et en pratique, fait pour gérer ce droit et ces enjeux. Peut-être c'est assez similaire à ce qu'on a entendu, mais peut-être qu'il y a des particularités. Alors on vous écoute, Miganush Paramian. Ah voilà. Dans le programme, je m'excuse, puisque les détails de chacun de nos intervenants sont mentionnés. Pour sauver du temps, j'évite un peu de parler trop, mais c'est simplement pour dire que Miganush est juriste suisse, d'origine arménienne. Et depuis quelques mois, elle est ici, depuis en fait plus que quelques mois, elle travaille à l'ambassade de Suisse. Merci. Pas facile de rebondir après vos 2 interventions. J'ai accumulé un certain nombre de remarques que vous avez faites et je comparais forcément avec le droit suisse. Par contre, par quoi commencer ? Je vais reprendre en fait les derniers éléments concernant la presse. Il y a une différence, et là je pense que c'est presque plus culturel, c'est que dans la presse et du point de vue public, on a moins de scandales sur des personnalités politiques.
sur des personnalités publiques. Et là, je pense que c'est même pas une histoire de juridique, tout simplement. Je pense que c'est une histoire de discrétion habituelle dans la culture suisse. Donc, il y aura moins d'étalage de vie privée dans la presse, qui économise déjà un certain nombre de procédures contre la presse. Par contre, effectivement, lorsqu'il y a un problème, chez nous, la presse réagit très vite. Il n'y a pas ce genre de petit jeu qu'a eu typiquement Le Figaro. On ne va pas laisser traîner une affaire. C'est un enjeu quand même très important, la réputation de la presse. Et pour reprendre un élément où là, justement, il y a clairement une différence, je crois que vous avez parlé de recours référé. C'est un terme qui n'existe pas en Suisse. Nous, s'il y a justement des mesures qui sont prises par le tribunal rapidement après une atteinte à la personnalité, on va appeler ça des mesures provisionnelles. Et ces mesures provisionnelles vont être prises dans les quelques jours, généralement 7 à 10 jours. Et s'il y a une atteinte extrêmement grave, il y a l'étape supérieure qui s'appelle les mesures extra-provisionnelles, où en 24 heures, une atteinte peut être cessée avant de passer à un jugement. Mais histoire d'éviter, qu'une atteinte soit étendue encore plus, en 24 heures, il est possible de faire bloquer en tout cas une partie de cette atteinte. Ce qui, à mon avis, est très utile, encore plus maintenant avec les dérives d'Internet. Il y avait quelques éléments que je voulais aussi reprendre de M. Rousset. Vous parliez de sphère privée, sphère publique. Il y a aussi en tout cas en droit suisse, et je pense que c'est exactement la même chose en droit français, certainement dans tous les droits, c'est qu'il y a le respect de la vie privée et de la vie publique, certes, mais cela dépend aussi beaucoup de la personne qui est exposée. Une personne qui est publique, une personnalité publique ou célébrité, que sais-je, aura automatiquement sa sphère publique et privée qui sera plus étendue. Si c'est une personne qui étend sa vie sur Internet, sur Facebook, elle va beaucoup plus prendre le risque justement d'avoir ses remarques, ses commentaires, ses photos qui seront plus tard réutilisées contre elle. Donc ça étend cette sphère privée à un public plus large. Par contre, s'il y a atteinte à sa sphère privée, ce sera d'autant plus grave parce que c'est une personne plus connue, qui sera sujette à plus de critiques, plus de remarques. Donc il y a vraiment cette balance entre une sphère privée plus large, mais l'atteinte sera plus grave. Et justement, il y a un exemple en Suisse où il y a un policier qui s'est amusé à faire des remarques racistes sur Facebook. Manque de chance, je crois, il y avait son nom et son prénom qui étaient inscrits sur son statut. Bah voilà, il s'en est mordu les doigts plus tard parce que c'était sur une page, soit c'était sur une page publique, soit c'était une page tout simplement où voilà, il y avait peut-être 100 amis, 200 amis qui pouvaient voir cette remarque. Donc voilà, effectivement, il a été sanctionné. Voilà, tant pis. Hein. Peut-être qu'il n'aurait pas dû faire ça. Et il y a aussi une grande différence, ça on l'étudie bien en Suisse, ça concerne le tort moral. Donc dans le cas où voilà, une atteinte a été cessée, disons dans la presse, sur Internet, la presse s'est excusée, les personnes ont peut-être été remboursées, je ne sais pas, s'il y a eu un gain manqué de quelque chose. Parfois, il arrive quand même qu'il y ait une atteinte psychologique à ces personnes. Je ne sais pas si la réputation d'une personne a été touchée et que ça a créé des problèmes familiaux, plus des problèmes professionnels, plus encore des problèmes dans d'autres sphères. Parfois, il est difficile de réparer les erreurs dans toutes les sphères. Donc, on va plaider pour avoir un tort moral réparé. Le tort moral aux États-Unis, généralement, ça peut atteindre des millions de dollars. En France, je crois que c'est pas mal aussi. Ou peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça va. Par contre, en Allemagne et en Suisse, justement, la Suisse a une tradition plus germanique dans le droit et moins française. C'est que le tort moral est très, très rarement accordé. Donc, si vous avez l'espoir de venir toucher de l'argent en faisant du tort moral en Suisse, ça va pas être, c'est pas le bon plan. C'est très rarement accordé. On considère que voilà, c'est par d'autres moyens qu'on va réparer un tort.
Et de ce point de vue-là, la justice peine encore à rembourser certaines victimes. Et de temps en temps, c'est même assez choquant. On arrive à des cas où on se dit que la justice pourrait être un peu plus clairvoyante. Et justement, moi, je me dis, maintenant, avec Internet, la justice devra très certainement étendre de plus en plus ce problème de tort moral, vu que, voilà, une critique, une réputation qui serait atteinte a des conséquences bien plus graves maintenant avec Internet, avec les milliers de commentaires, avec les milliers de pages qui vont reprendre ce genre de commentaires. Donc je me dis que la justice suisse devrait peut-être un peu revoir, sans vouloir critiquer, j'espère que c'est une critique constructive en tout cas, devrait un peu revoir justement ce tort moral et se dire que maintenant on arrive à un certain niveau avec Internet où on ne peut plus forcément réparer par d'autres moyens et le tort moral devrait être revu de manière plus étendue et plus large. Voilà, sur ça, je pense. Merci, Miganouche. C'est intéressant. Je pense que c'est toujours intéressant de voir, dépendamment de la culture juridique d'un pays et de la culture tout simplement, parfois il y a des approches différentes. Et les raisons, en fait, peut-être qu'en Arménie on verra des choses similaires ou non, mais peut-être les raisons sont différentes. Question de moyens versus une approche culturelle, en tout cas, on va voir. Avant d'écouter la réalité en Arménie, j'aimerais inviter Maître Razarian Ara de parler un petit peu de l'international, de parler un petit peu de ce qu'à l'international on voit, point de vue du développement du droit, et peut-être même toucher un peu à l'Arménie aussi, au Kapatik, mais je pense qu'on va laisser cette partie à M. Orpelian à la toute fin. Baron Razarian, Monsieur Razarian, je vous invite à parler de votre expérience, surtout dans le droit international, et pourquoi pas de l'Arménie. Donc, ceux qui veulent comprendre la pratique arménienne ou apprendre quelque chose sur cette information, vous pouvez utiliser ce site, vous servir de ce site. C'est le site donc, qui présente 59 décisions concernant donc, les actions en justice en Arménie qui concernent principalement le droit de l'Internet. Vous pouvez apprendre pas mal d'ici. C'est un site créé par donc l'Ombudsman qui donc présente les cas d'importance publique. En ce qui concerne le droit international, bien sûr, pour l'Arménie, c'est donc je présenterai un cas donc, contre l'Allemagne. C'était l'une des cas les plus importants de la Cour européenne. Je passerai des parallèles avec le paparazzi numéro 1 que vous connaissez tous, bien sûr, Shamshian. Shamshian est un infracteur parce qu'il viole les droits constitutionnels des personnes tous les jours et il le fait pour ses propres intérêts commerciaux. Je passerai donc une parallèle avec les affaires de Shamshian. Et donc c'était une affaire, je présenterai une affaire publique concernant la fille du prince de Monaco et son mari qui luttent depuis des années pour que les paparazzi laissent en paix leur vie personnelle, leur vie privée. Et donc vous verrez aussi deux cas différents par la grande chambre. Donc, lorsque un article est présenté sur Internet, est posté sur Internet, il y a plusieurs droits constitutionnels donc concurrents. Il y a donc l'article 8 qui concerne la vie privée et l'article 10. Et donc, si on parle déjà de la présentation de la séance de la Cour, il y a déjà
plusieurs autres droits. Donc le juge doit être très habile pour pouvoir présenter donc ce test de balancing. Donc de balancing. Donc, comment on fait, comment on trouve l'équilibre entre ces droits concurrents. Donc, si par exemple, on a une photo faite par Gagik Shamshian d'un citoyen, disons par exemple cette photo que j'aime beaucoup présenter. Donc, il paraît que celui qui fait l'arrestation a droit à la vie privée et celui qu'on arrête, il n'a pas ce droit à la vie privée alors qu'il est innocent parce qu'il n'a pas encore été jugé. Peut-être il faudrait fermer ses yeux, enfin cacher ses yeux ou ne pas dire son nom et son prénom. C'est très répandu en Arménie. Si vous avez vu sur les photos de Shamshian, on ne voit même pas le bandeau de la police. C'est-à-dire il arrive toujours plus tôt que la police. Et c'est absurde, mais ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'on vit de cette manière. Il montre des photos d'un assassinat où on voit le patron de la balle qui est sur terre, c'est-à-dire il arrive toujours avant la police. Comment il fait? Donc on retourne à cette idée, disons que la Cour européenne, il y a un algorithme proposé par la Cour européenne. Le premier pas, c'est de décider quel était l'objectif du journaliste ou de la personne qui postait une information personnelle. Est-ce qu'il y avait un débat public auquel il essayait de participer? C'est-à-dire la question déjà, est-ce qu'il était public? Disons que nous avons une campagne électorale, nous avons les événements de Jirarat, la vidéo avait été postée par les jeunes parce que c'était un cas public, c'est les élections. Et là, on a le droit donc de faire privilégier, donc même s'il y a des photos privées, mais le droit électoral est privilégié. Les informations de Shamshian, la grande partie des informations de Shamshian, disons, il y a une voiture qui est renversée, il y a la personne qui sort de la voiture tout couvert de sang, il est sous le choc, il dit à Shamshian, laisse-moi en paix, et il dit, moi je présente l'intérêt public. Mais quel intérêt public? Quelqu'un se jette du pont, d'un pont qui se suicide, on présente toutes ces données, et si vous vous souvenez, il y avait donc une fille qui s'était enfuie de son propre mariage. Donc le journaliste avait fait une enquête, quel était le travail de son travail de diplôme, son mémoire, quels étaient ses parents, etc. Mais rappelez-vous, dans le cas de Delphi, la Cour européenne avait dit si l'information entre sur la sphère publique à travers l'Internet, elle y reste à jamais. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc il faut être très prudent avec Internet. Donc c'était le premier pas à faire. Deuxième question, est-ce que la personne a été une personne privée ou non? C'est très important parce que vous savez peut-être que les personnes publiques ont moins de possibilités, ont moins de droits de demander ce respect de vie privée, que ce soit donc les représentants du show business ou les politiques, etc., mais non pas les juges ou les personnes, les simples citoyens. Donc le troisième point, je ne connais pas le français, j'essaie de comprendre en anglais, le comportement de la personne. Si la personne, des années durant, a voulu qu'on parle de lui, par exemple les représentants du show business, vous l'aurez remarqué, ils lancent des informations sur eux-mêmes par petites doses, ils le montrent et c'est du business.
Donc la Cour européenne a décidé depuis longtemps que vous ne pouvez pas demander dans ce cas-là une protection de votre vie privée parce que vous vous en privez vous-même avec votre comportement. Donc le comportement de la personne atteinte est très important pour décider dans quelle mesure elle a droit à la protection, dans quelle proportion de protection elle peut avoir. Quatrième point, dans quelles conditions la photo a été postée. C'est-à-dire, on peut avoir pris la photo d'une centaine de mètres, mais avec un zoom, c'est-à-dire on entre dans sa vie privée. On peut poster la photo ayant caché les yeux, ou est-ce que c'était une vidéo de 30 secondes ou de 10 minutes? Tout ça donc, concerne aussi l'honnêteté professionnelle, c'est-à-dire il y a beaucoup de problèmes qui touchent l'honnêteté plutôt que le droit. Et donc Shamsian peut bien sûr dire qu'il y a un problème en Arménie, les gens se suicident et qu'ils disent, comme exemple, il y a quelqu'un qui s'est jeté du pont hier. Voilà, ça c'est un problème social. Mais on n'a absolument pas besoin de donner tous les détails personnels de cette personne parce qu'en réalité, le public n'a pas besoin de savoir qui était cette fille, où est-ce qu'elle habitait. Et la Cour européenne prend en considération la manière dont on présente l'information. Le mode de la présentation d'information est aussi importante. Mais il y a toujours cette question d'honnêteté. Est-ce que vous avez posté la photo ou juste l'information sans photo? Ça aussi, c'est pris en considération. Et un autre point, quels sont les effets sur la personne atteinte? Nous avions discuté d'une affaire, donc nous avons il y avait donc une personne morte dans un accident de voiture et on avait donc posté la photo et qui était diffusée sur Internet, la photo de cet homme mort à côté d'un bac à ordures. Et la femme donc disait qu'elle voyait chaque fois cette photo et elle en souffrait parce que c'était un homme très beau. Et puis maintenant, on voit tout le temps sa photo qui déjà quand il est mort, défiguré. Et c'est sur Internet. Il y a le Yandex qui est un site russe. On ne peut pas l'enlever de là-bas parce qu'elle n'est pas sujette au droit européen. Elle avait donc demandé de faire enlever cette photo. On ne l'enlève pas. Donc, les effets, les conséquences sont très importantes pour la Cour européenne. C'est un facteur important pris en compte par la Cour européenne. Donc, voilà les 5 éléments les plus importants. Bien sûr, on peut parler longuement. Il y a aussi donc les entreprises, les sociétés qui offrent des services interactifs sur Internet. Mais je voulais dire principalement quels sont les facteurs pris en compte par le droit international pour savoir si l'information était honnête ou pas. Et d'après mon expérience de longues années, je pense que le problème n'est pas dans les lois. Nos lois sont bonnes. Nous avons une pratique légale où nous avons pu créer une pratique légale excellente à partir de 0 dans 4 ans. C'est l'honnêteté des gens. Les gens, très souvent, n'arrivent pas à faire face à leur intérêt personnel et très souvent, Shamsian même, il donc confond l'intérêt public avec la curiosité des personnes. Parce que l'intérêt est une chose, la curiosité est autre chose. La curiosité, c'est quelque chose de très personnel, de très terre-à-terre. C'est une ambition. Les gens aiment les ragots. Mais ça ne veut pas dire que c'est d'un intérêt public. Et Shamsian, j'en ai lui parlé beaucoup de fois, je le traduirais en justice si j'en avais la possibilité pour qu'il arrête de violer les droits constitutionnels des gens. Mais on ne peut pas le faire parce qu'il est donc protégé par la police. Merci. Merci, Monsieur Nazarian. En effet, c'était très intéressant de voir les exemples concrets tirés de la réalité arménienne et après avoir écouté M. Orbelian. Alors je voudrais savoir si certaines personnes ont essayé de porter plainte ou bien donc l'affaire n'est pas arrivée jusqu'à la cour et pourquoi.
Donc il y a eu des tentatives, mais donc on a enregistré seulement 2 cas. Voilà, où les gens donc ils ont entamé une poursuite voilà, juridique, pénale, mais ils n'ont pas réussi. Mais en ce qui concerne donc la direction civile, donc ce qui est plus efficace, les gens ils n'essaient même pas. Parce que la personne en question, le photographe en question, alors il est sponsorisé par la police et en plus les gens des masses médias donc le protègent aussi. Donc n'oublions pas en été donc il y a eu des événements bouleversants en Arménie avec les dératés de Sassoon. En fait, il y avait des discours vraiment violents qui passaient donc sur les sites internet, c'est-à-dire il y avait des discours provocateurs alors qui un peu propageaient la haine envers la police. Même si, en fait, ces propos alors incitant la haine n'appartiennent pas alors aux journalistes, il n'a pas le droit de toute manière de diffuser. C'est-à-dire là, la société civile a un rôle à jouer aussi, mais en fait, cela ne peut pas durer longtemps. La nouvelle génération qui vient, votre génération à vous, a une autre mentalité et je compte sur vous, justement, pour lutter contre ce fait, c'est-à-dire vous adresser à la Cour pour que cette personne comprenne qu'il y a des limites. Là où il y a alors le non-respect de la vie privée, donc il faut qu'il s'arrête. Je vous remercie. Très bien. Voilà, Monsieur Orbelian, il doit parler. Voilà, tout cela, c'était une introduction pour votre propos. Voilà, pour qu'on sache comment ça se passe dans les cours, quels sont les verdicts rendus. Et je voudrais poser une question aussi générale. Est-ce que ça passe par le changement de la législation ou bien par les verdicts alors prononcés par la Cour? Bonjour. Je vous remercie voilà, pour les présentations intéressantes ainsi que pour les débats. Et quand on parlait avec Madame Hovsepian, comment est-ce qu'on devait présenter, voilà, donc on a réfléchi sur certains modes. Je vais essayer de présenter 2 conséquences. Voilà, c'est-à-dire les blocs un peu législatifs qui régularisent les problèmes en question. Mais entre-temps, donc, je voudrais spécifier, distinguer le e-réputation de la réputation même, parce que de toute manière, donc, on a évoqué brièvement, mais donc on n'a pas donné des détails. Et en réalité, donc la législation est assez quand même ancienne parce que elle ne répond pas aux composants I, donc e-réputation. Voilà, et donc la différence la plus importante, en fait, c'est le big data, c'est-à-dire quand nous avons donc un grand nombre d'informations qui n'est pas réglementé. C'est-à-dire si quelqu'un écrit quelque chose sur Internet, c'est pas la même chose qui se passait il y a 100 ans et ça se passait par la diffusion des journaux imprimés. Les gens ils lisaient à l'époque, puis c'était archivé, et puis c'était quand même assez problématique de trouver alors des journaux anciens dans les archives, donc d'une ancienneté de 3 ans ou 5 ans ou 100 ans. Voilà. Et ce qu'on appelle Big Data, donc les moteurs de recherche de nos jours nous donnent la possibilité alors de rechercher, de trouver l'information nécessaire, et donc les systèmes donc changent bien sûr. Et donc très souvent, alors donc on peut trouver des renseignements qui nous intéressent. Le deuxième problème important après Google, c'est Facebook et donc les modèles similaires, ou ce que nous appelons mass media. Donc je vais parler de notre législation, c'est Facebook même, ou bien ce sont les pages alors des utilisateurs Facebook, alors qui sont partagés, qui sont diffusés. Voilà. Qui est-ce qui doit porter la responsabilité? Et concernant ce sujet, s'il y a 100 ans, donc quand vous vouliez imprimer, publier donc un article dans un journal, en fait, ça prenait du temps. Mais aujourd'hui, ouvrir une page sur Facebook,
où bon, vous êtes enregistré aux Pays-Bas, au Canada, bon, en Suisse, etc. Même je cherchais sur Internet l'autre jour, donc pour activer certains services, donc ça se passait par l'activation par un service numérique, c'est-à-dire il fallait quand même enregistrer le numéro de téléphone, recevoir le mot de passe, etc. C'est-à-dire de nos jours, rester anonyme, en fait c'est facile, mais autant difficile, en fait c'est aussi facile. Voilà. Donc on est face à une situation quand nous avons une source anonyme qui peut imprimer, peut faire publier et diffuser n'importe quoi. Et après, donc, cette information peut être prise par une source, bon, plus ou moins quand même intelligente et sérieuse. Alors, on ne sait pas comment faire. Et notre problème, en fait, c'est le problème de juridiction, alors des compétences, etc. Parce que si, donc, disons, le diffuseur de l'information se trouve aux États-Unis, alors les serveurs se trouvent dans un autre pays, alors les conséquences, donc, peuvent aboutir dans un autre pays. Voilà, c'est-à-dire, il y a des problèmes juridiques compte tenu du fait que les pays sont différents et leurs législations sont aussi différentes. Voilà, ce sont les différences, alors, générales entre la gestion de e-réputation et de réputation même. Parce que nous sortons déjà des cadres de la législation d'un pays et aussi bien de tous les instruments qui sont appliqués dans ce pays. Et quand nous parlons de la législation arménienne, quand nous parlons de la réputation arménienne, en fait, c'est la diffamation et les offenses. Alors, à la différence de la Suisse et de la France, en Arménie, c'est quand même une responsabilité civile alors qui est prévue. Mais il faut dire que le nombre d'affaires, de dossiers, donc, a augmenté. Parce qu'avant, quand il y avait une responsabilité pénale, alors celui ou celle qui portait plainte, donc il ne gagnait rien. Voilà, donc il y avait une procédure longue, mais quand même les résultats, les verdicts, donc n'étaient pas quand même très objectifs. Et actuellement, quand il y a les demandes, les recours civils, alors contre les masses médias, donc on ne parle pas des sites marginaux, donc on parle donc des sites connus, donc on peut porter plainte et donc avoir une compensation financière. Voilà, c'est vrai que le montant de compensation en Arménie, en fait le montant maximal c'est 1 million de drams, diffamation 2 millions de drams, mais donc il y a aussi des compensations de 200 ou 300 000 drams à payer. Mais ce n'est pas la fin. Parce que, en fait, c'est le premier point logique. En réalité, donc, il y a un domaine assez intéressant qui est en train de se développer en Arménie. En fait, c'est la protection des bases de données personnelles. Donc, la loi a été adoptée, elle est en vigueur, mais quand même, il y a des problèmes qui ne sont pas encore finalisés. Voilà, donc, l'un de mes collègues qui habite à l'étranger, quand il publiait donc un annuaire, donc il voulait savoir quelle est la situation alors en Arménie au niveau de la protection des droits de la vie privée et donc de la protection de e-réputation. Il disait que c'était un thème assez important, assez intéressant, mais pour nous ça ne représentait pas un grand intérêt. Mais de plus on avance, de plus on comprend que c'est un problème actuel, donc le fait d'être oublié. Mais en fait le problème n'est pas juste la diffamation ou les offenses, mais donc il faut être oublié. En fait, le premier exemple que nous avons présenté, que nous avons discuté, alors concerne un cas. Donc voilà, donc si vous vous rappelez la photo de la redoute avec les enfants et l'homme nu, bon, on ne sait même pas, peut-être donc c'est le fruit de Photoshop, les enfants n'étaient pas là, etc. Mais bon, en fait cet homme, si vous voulez, donc il a le droit de se promener sur la plage, donc tout nu. Mais donc, en fait, ce sont les droits de la vie privée de cet homme qui sont plutôt bafoués, parce que, donc, en fait, de fait, il a apparu un peu partout. Et de là, donc, on passe déjà dans un autre domaine, c'est le code pénal. Et je vais vous citer l'article 144 du code pénal de la République d'Arménie. La diffusion, alors, des
informations personnelles secrètes sans avoir son autorisation, ou bien donc les œuvres qui sont diffusées par les mass médias, etc., si ce n'est pas prévu par la loi. Donc là, c'est évident que si la personne se repose au bord de la mer et il n'a pas donné son accord écrit, pour apparaître nu à poil derrière les enfants, alors si on arrive quand même à l'identifier, donc là nous avons déjà des problèmes avec la législation, parce que la personne, elle peut dire dans son bureau, voilà, je suis malade, ou bien donc il peut mentir à sa femme, donc je vais en mission, voilà, et donc il va se reposer au bord de la mer et il ne voudrait pas être affiché parce qu'il avait menti au bureau et à sa femme. Et donc de là, donc il y a le troisième problème qui émerge, le problème avec les mass médias, parce que là nous avons le problème de médias Internet, informatique. Parce que si avant on imprimait des catalogues, donc ils étaient aussi des moyens des mass médias. Parce que les médias, c'est pas uniquement les nouvelles, mais c'est la diffusion de toutes sortes d'informations qui est diffusée publiquement. Voilà, donc en Arménie, par la législation arménienne, nous appelons les mass médias. Et là, donc, il y avait un autre point. C'est-à-dire, la loi ne prévoyait pas l'avenir, supprimer alors les articles ou les photos imprimées, diffusées sur les médias informatiques, donc n'était pas prévu. Et donc ça sous-entend d'autres problèmes qui sont plus graves. Voilà, si vous supprimez de l'Internet, mais vous avez archive.com, il y a une machine de temps, en fait, où vous pouvez chercher et trouver les anciennes informations. Voilà, on a eu un cas similaire où il y avait un cas de diffamation. Alors, donc, une publicité avait paru sur Internet, mais donc cette publicité avait été supprimée. Mais donc, on a cherché dans les e-archives et on a trouvé et donc on a porté plainte. Voilà, je vais essayer en fonction de cela. Comme il s'agit de la loi. Donc nous avons des procès verbaux contre Block News et Hraparak. Donc la Cour a décidé de supprimer le contenu des sites. Souvent quand les personnes tierces gagnaient, donc ça se supprimait de l'Internet, donc on s'excusait, etc. Mais quand même, le contenu, à plusieurs reprises, le contenu a été supprimé. Et un autre point que je voulais aborder et attirer votre attention quand on parle de marketing, quand on parle de e-réputation, on sous-entend les personnes publiques, voilà, les personnes privées, mais donc si on parle des problèmes un peu d'entrepreneuriat, donc il y a beaucoup d'autres questions, donc il y a beaucoup d'affaires par exemple qui ont une résonance internationale, de Russes, etc. Dans l'Occident aussi, donc nous avons plusieurs affaires où par exemple, la mass média parle de la stabilité financière d'une banque. Alors, si les gens ils font confiance donc à cette média, alors les gens ils vont aller récupérer leur argent de la banque. Et là, donc, il y a d'autres risques qui se créent pour la banque. Et là, donc, il ne s'agit pas du tout de l'image, mais donc il s'agit surtout des pertes financières. Et donc, en prenant l'exemple de deuxième cas que nous avons présenté, Notayem, par exemple, a eu des pertes de vente. Et je suis convaincu que depuis le 11 janvier 2017, même si vous maîtrisez leur situation financière, donc on ne peut pas en parler parce qu'un mois, ce n'était pas suffisant pour faire des jugements. Voilà, donc je pense qu'il faut dire cela pourrait éventuellement, mais pas constater qu'il y a eu des pertes, etc. Et voilà, en revenant, je vais essayer de présenter dans 2 minutes.
La collaboration entre les avocats et les spécialistes de la gestion de l'image. Quand les gens ils viennent dans le bureau d'avocats chez les barreaux, donc ils disent, voilà, donc quelque chose a été imprimé et on veut porter plainte. Et alors, donc on leur dit, regardez le nombre de personnes qui ont consulté le site, qui ont lu, etc. Et donc après, donc on précise que donc il y a juste une dizaine de personnes, ce sont ses amis qui ont consulté, alors qui ont regardé cette photo. Et en ce cas-là, donc une question surgit, est-ce qu'on veut porter plainte? Parce que si on porte plainte, bien sûr, donc il y aura 200 ou 1000 personnes qui vont consulter le site et qui vont prendre connaissance de cette information, de cette actualité. Mais c'est déjà à nous de juger, est-ce que donc on veut continuer le procès? Mais et il faut qu'on comprenne, est-ce qu'on aura des résultats si on saisit la Cour ou bien est-ce que ça nous intéresse alors de présenter donc ce cas, cette affaire? C'est parce que si on n'en parle pas, peut-être dans quelques jours les gens vont l'oublier. Mais donc en ce qui concerne les dernières tendances, voilà, je ne peux pas parler du nom de l'auteur, mais quand même le développement des nouvelles technologies a abouti à une situation où donc nous avons un modèle anormal alors du développement, c'est-à-dire donc c'est une stagnation et puis donc il y a un pic. Alors pourquoi la femme donc du politicien français elle a reçu un salaire aussi élevé, etc. Et puis quelques jours après personne n'en parle. Et donc un autre jour donc on dit voilà un homme politicienne, elle est allée avec sa maîtresse quelque part, donc les photos ont été prises, etc. Et là, donc, il faut comprendre surtout, alors, qui est intéressé par cette source, par cette information. Parce que si c'est un jeune homme, alors qui tourne les pouces chez lui, et donc il voit la photo d'un homme nu, donc il va préparer un mème et il va diffuser, etc. En réalité, donc, ça peut aboutir à des perceptions, alors, mauvaises. Parce que, bon, peut-être cette information qui a été diffusée n'a pas intéressé les gens, mais donc si on s'adresse à la Cour, alors ça peut avoir une résonance importante. Et pareil pour l'Arménie ou dans n'importe quel pays, donc il faut que les outils alors juridiques soient en bonne corrélation avec la loi, la justice. Et ce ne sont pas les juristes qui doivent répondre alors à cette question, mais la personne dont les droits sont affectés. Notre objectif, c'est de dire est-ce que nous avons des chances réelles de gagner l'affaire. Et en ce cas-là, donc il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on va présenter à la presse, qu'est-ce qu'on va dire dans la cour, etc. Alors, dans l'une des affaires de diffamation, donc on a eu 10 séances environ et pendant toutes les séances, quand la presse venait nous voir, les journalistes, donc en demandant qu'est-ce que vous direz, donc je disais non. Et pour les séances suivantes, on a eu 5 journalistes. Et comme ça, donc le nombre de journalistes a diminué. Donc lors de la troisième séance, il y avait juste un seul journaliste qui venait, et c'était un journaliste du site alors qui avait diffusé cette diffamation. Mais en fait, si je disais trop, donc il y aurait trop de journalistes par la suite. Donc il faut vraiment comprendre et équilibrer l'information que nous diffusions. Parce que si on voit que, donc, en faisant rien, donc ça n'avance pas. Voilà, donc j'ai terminé. Si vous avez des questions, je serai ravi. Je vous remercie tout le monde. Si vous êtes d'accord, on peut prolonger encore de notre alors colloque pour 10 minutes si vous avez des questions. Donc bonjour. Étudiant en droit de 4e année de l'Université française en Arménie, Sargsyan-Soven. Voilà, j'ai une question concernant le cas que nous avons discuté, donc l'homme nu. Donc une photo qu'il avait imprimée sur, par exemple, sa page Facebook et qui était utilisée déjà dans des objectifs que nous connaissons.
Est-ce que donc on pourrait dire que la personne avait donné son accord pour que sa photo soit utilisée? Parce que la deuxième question, sur Facebook, nous avons la possibilité de partager la photo en public avec les amis ou les amis des amis, etc. Et du point de vue juridique, est-ce qu'il y a une différence quand on cherche les options? Je vous remercie. Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que vous comprenez en disant publiquement, parce que la clause législative quand même dit que si au moment de la diffusion de l'information, donc il y a une seule personne tierce, voilà, donc je vous envoie l'information, et une personne tierce est présente, alors donc ça c'est public. Et si vous partagez, donc ça veut dire que c'est déjà donc une expression publique. Et si vous envoyez à une seule personne, ce n'est pas public. Mais si au moment de l'envoi, alors vous en parlez à quelqu'un, c'est déjà public. Et le deuxième critère décidé par la Cour, c'est l'accessibilité au grand public. Et donc ça concerne votre question concernant Facebook. Si c'est accessible à tout le monde, alors c'est public. C'est-à-dire si vous postez une photo sur Facebook, vous partagez cette photo sur Facebook, s'il y a une troisième personne qui la voit, donc ça veut dire que c'est public et vous êtes déjà dans le volet. Alors de responsabilité, il faut faire attention, il faut faire gaffe. Je vais essayer de compléter la réponse. Tout ce qui a été dit, ça concerne donc le modèle de partage des informations, des photos. En ce qui concerne la loi sur les données privées, si vous publiez quelque chose quelque part, donc il faut savoir alors les objectifs. Et Guillaume, il a dit au début qu'il y a deux problèmes essentiellement. Alors le droit de l'image, et n'oublions pas aussi les droits d'auteur. Donc je vais citer un exemple pour que ça soit clair. N'importe quelle star, vedette, diffuse ses photos sur Instagram, sur Internet, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez récupérer cette photo, alors ajouter des choses. Voilà, donc ce sont des choses qui ne sont pas liées l'une à l'autre. Mais nous, quand nous sommes sur Facebook, Instagram, etc., là nous avons alors un protocole quand même à signer, donc je suis d'accord, etc. Une fois j'ai lu, voilà, parce qu'un client m'avait demandé, sinon moi, je ne lis pas, alors voilà, tous ces protocoles, d'accord. Mais si vous regardez, il y a certaines restrictions concernant l'utilisation des photos. Et donc, dans les règles de Facebook, il n'est pas prévu alors d'utiliser les photos des personnes privées dans le sens commercial. Et si on regarde le problème dans ce contexte, nous avons beaucoup de problèmes, donc les droits d'auteur, c'est-à-dire les droits de la personne, la réputation. En même Californie, même vous ne pouvez pas utiliser les photos ressemblant à des vedettes. Et la loi, en fait, sur la protection des droits de l'image, des droits d'auteur, il est prévu, juste donc concernant l'accord, c'est-à-dire la publication de la photo n'est pas prise en considération. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit de faire diffuser la photo de quelqu'un que vous avez récupérée, que vous avez prise alors de la page Facebook d'une personne et utilisée pour vos publicités. Et donc, il y a bien sûr donc, des problèmes des droits d'auteur et des droits de la vie privée. Vous parlez maintenant de l'Arménie, mais en France, parce que c'est un peu plus large, public et non public. Donc, c'est-à-dire, si c'est public, c'est déjà un crime d'un certain niveau. Si ce n'est pas public, donc ce n'est pas un crime. Donc. Pour le traducteur, la distinction, c'est diffamation publique, c'est un délit. Et diffamation non publique, c'est quand il n'y a pas c'est quand il y a un intérêt partagé. Toutes les personnes qui sont dans un cercle
partagent le même centre d'intérêt en fait. À partir du moment où il y a une personne qui est extérieure, ça devient de la diffamation, ou de l'injure d'ailleurs, publique. Et là on change de niveau, parce que la diffamation non publique c'est une contravention, tribunal de police. Diffamation publique, ça devient un délit. Donc le risque est plus important et la procédure n'est pas du tout la même. Ah, ça peut être un syndicat, par exemple. Il y a un mail qui circule dans un syndicat. À l'intérieur, ils sont... Voilà. Par contre, si le mail est forwardé à des journalistes ou même des gens qui n'ont rien à voir, on sort du partage de l'intérêt. Ouais. Et ça devient public. Voilà. Urish Harzer, d'autres questions? Avedik va s'approcher avec le micro. Je voudrais vous demander d'expliquer, de comprendre les observations concernant la diffamation. Par exemple, la personne privée a mis sur Facebook que quelqu'un donc a copié ses idées. En réalité, ça peut être un fait déjà accompli, c'est-à-dire quelqu'un qui partage ses idées avec ses amis, ou bien donc la personne, il a observé donc le travail, son propre travail ou le travail de quelqu'un. Sur les autres pages, il a vu que donc il y a eu un problème de copiage. Mais en ce cas-là, est-ce qu'on peut comprendre que donc, tout ce qui a été diffusé donc, contient des éléments de diffamation, ou bien c'est juste, ce sont des informations et la personne ne peut pas porter une responsabilité pénale? Est-ce que ce sera qualifié comme diffamation ou non? Mais est-ce que c'est juste donc une observation ou bien il faut comprendre, si quelqu'un a copié, donc ça veut dire qu'il y a un fait concret et donc il y a déjà l'idée du fait. Mais est-ce que ce fait est déjà nécessaire, est déjà suffisant pour dire qu'il y a affaire donc de diffamation? Parce que c'est pas souvent parce que si vous parlez disons de Poros Porosyan, alors qu'il a copié ce que j'avais écrit et mon œuvre, par exemple, dont je suis l'auteur, a été présentée donc à son nom. Voilà, donc ce sont des éléments qui sont différents et donc qui doivent être sujets des débats différents. Mais si, par exemple, il constate un fait, donc il dit, voilà, l'autre jour, j'ai lu quelque part des idées alors que j'avais mentionné, c'est différent. Mais si le Poros Porosyan, donc il a copié tout ce qu'il avait écrit, c'est déjà donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a des composants différents. Donc il y a une histoire concernant la lettre de Karl Marx, voilà, qui expliquait quelle est l'offense, quelle est la diffamation. Je pense qu'il avait pris l'approche française. Voilà, si tu as volé mon stylo, c'est-à-dire c'est une action, alors c'est déjà une diffamation. Mais si je te dis tu es voleur, voilà, donc j'utilise un adjectif, alors c'est déjà une offense. Voilà, et donc une observation, voilà, c'est pas une constatation d'un fait. Parce que si un journaliste, par exemple, pour une affaire, il dit à un gouverneur russe, tu es débile, ou bien tu es fou, donc c'est prévu déjà comme stigmatisation, comme une offense. Donc c'est ça la différence. Et la Cour européenne donc dit, tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux. C'est-à-dire quand tu fais déjà quand tu dis des mots stigmatisants, etc., donc il faut qu'il y ait quand même des faits. Voilà, c'est ça qui peut servir de ligne de partage. C'est-à-dire, si tu n'as pas de base juridique, a priori tu offenses quelqu'un, alors donc c'est une offense. Mais s'il y a déjà des faits qui sont présentés avec des adjectifs, voilà,
la Cour européenne donc peut dire que c'est juste donc une note qu'il a donnée. Voilà, donc il faut vraiment distinguer la diffamation de l'information. Voilà, vous pouvez lire, vous pouvez chercher sur Internet alors le recueil sur la diffamation et l'offense. Donc il y a alors les exemples européens, les exemples arméniens et les définitions qui sont données clairement. L'injure, oui, l'injure, offense et voilà, et diffamation. Mais en fait, pour les Français, diffamation, donc tous les deux, c'est diffamation. Pour la France, la différence entre l'injure et la diffamation, c'est dans le même article, c'est l'article 29, soit c'est l'alinéa 1, soit c'est l'alinéa 2. Quelle est la différence? Eh bien, le texte dit, enfin, la règle, c'est que là où on peut apporter la preuve contraire, c'est de la diffamation. Si on ne peut pas apporter la preuve contraire à l'atteinte à l'honneur et à la considération, c'est de l'injure. Donc si je dis escroc, espèce d'escroc, si la personne a été jugée, a fait l'objet d'un jugement, une condamnation pour escroquerie, j'ai dit espèce d'escroc, hein, c'est encore différent. Si je dis ce monsieur machin est un escroc, il a été condamné l'année dernière à 5 ans de prison pour escroquerie, alors c'est la vérité. Seulement, on va quand même avoir le procès, c'est ce que je disais en risque de réputation, en gestion de la réputation. Il aura quand même dit c'est un escroc. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il va être mis en examen dès lors qu'une plainte sera déposée et il sera présumé de mauvaise foi, même s'il a raison, même si 1 an plus tard à l'audience, devant le tribunal correctionnel, il pourra apporter la preuve des faits, de la vérité des faits. Il dira, voilà, mais monsieur machin a été jugé pour escroquerie, donc j'ai dit, et il sera relaxé, il avait dit la vérité. Mais entre-temps, pendant 1 an, il a été mis en examen, sa réputation a été ternie. Donc c'est vraiment du risque qui est géré à des fins stratégiques, hein, clairement. Alors oui, je reviens, pardon, je termine. Alors, escroc, est-ce qu'on peut apporter la preuve contraire? Oui, oui, il y a un jugement d'escroquerie ou pas, une condamnation. Donc, c'est de la diffamation. On a le droit de dire des gros mots ici ou... Oui. Bon, connard. Apprenez des gros mots en français, allez, notez. CO2NARD. C'est un gros mot, on ne peut pas apporter la preuve contraire. Donc c'est de l'injure, voyez. Après, il faut regarder au cas par cas. Espèce d'escroc, alors, est-ce que c'est de l'injure ou de la diffamation? Alors, escroc, c'est l'appellation elle-même, elle pourrait faire l'objet d'une preuve contraire, mais espèce d'escroc, déjà, on arrive dans autre chose. Vous voyez, chaque mot est important, et c'est ça qui occupe les avocats en droit de la presse toute l'année et toute leur vie. Même si c'est subtil, si j'utilise un autre gros mot plus soft, abruti, ça peut être une réalité. Hein. Selon les cas, c'est pas évident. Voilà, je voudrais attirer votre attention sur un fait, parce que par la législation arménienne, si les dits correspondent à la réalité, mais s'il s'agit, par exemple, des choses, si tu dis à quelqu'un, espèce de handicap, même si ça correspond à la réalité, la personne est handicapée, etc. Il a des problèmes de motricité, alors c'est déjà donc une injure. Mais donc il y a aussi d'autres faits. Par exemple, donc des articles qui prévoient des condamnations contre la discrimination raciale, etc., appartenance ethnique, etc. C'est-à-dire si on fait des déclarations qui correspondent à la réalité, mais qui sont très contextuelles. En ce cas-là, donc les conséquences peuvent être autres que la diffamation, les injures, etc. Et quelle est l'intention de l'injure? Parce que si c'est le cas de l'injure, on demande de s'excuser, mais en cas de diffamation, donc on dit, voilà, donc tu t'excuses, mais tu paies 2 millions de drachmes.
Voilà, et s'il y a eu affaire d'infamation et d'injure, donc voilà, donc il y a à s'excuser de payer 2000 dirhams. Donc il y a des conditions qui sont fixées, donc il y a 4 points pour la diffamation, et avec l'injure, quelle est la différence? Parce que pour l'injure, donc il faut aussi avoir des preuves qu'on a fait intentionner. Et alors pour la diffamation, donc ce n'est pas nécessaire. On a compris, on a mieux compris. Voilà, donc je voudrais comprendre que c'était fait par exprès ou non.